Jean-Marie Le Pen, tribun du peuple, avec cette dédicace à mes amours, la France, les miens, les Français. Donc, la France, première servie. Oui, j'ai fait une hiérarchie simpliste, mais qui correspond vraiment à mes sentiments. Oui, mon action vise à la défense de la France avec tout ce que ça comporte. Et j'ai mis avant les Français, j'ai mis les miens, parce que je considère que c'est la hiérarchie des jeux. J'aime mieux mes filles que mes nièces que mes cousines que mes voisines, les voisines que des inconnus que des adversaires. Mais la France au-dessus de tout. Mais la France, voilà, c'est la France qui nous a fait. Donc, par conséquent, c'est elle qui nous tient unis dans une forme de civilisation que je considère comme supérieure tout de même à celles qui peuvent lui être comparées. Je ne suis pas un thaumaturge. Mais vous savez, c'est un métier très dangereux que celui d'éclaireur de pointe. Hein. Surtout quand il marche très en avant de la troupe, ces avertissements sont souvent négligés ou considérés comme excessifs, alors que je crois avoir été simplement lucide. Et quand j'applique à la situation les raisonnements les plus simples, à savoir que certaines prémices entraînent certaines circonstances de façon inéluctable, eh bien je crois que nous sommes dans une situation de danger et que c'est mon devoir de le dire, même si je sais que les vérités sont toutes bonnes à dire, mais pas très agréables à entendre, et que le porteur de mauvaises nouvelles est souvent sacrifié. Est-ce que votre pression, c'est parfois pour vous un sujet de satisfaction? Autrement dit, doit-on ou peut-on imaginer Cassandre heureuse? Est-ce qu'on peut imaginer Cassandre heureuse? Non, je pense que non. Sa mission, c'est de dire l'avenir. Elle le fait à tout risque. Et je suis très conscient du fait que ce que j'annonce ou ce que je prévois ne sera pas du goût de nos concitoyens. Et que c'est cependant, me semble-t-il, le devoir de ceux qui savent que de dire ce qu'ils voient, ce qu'ils prévoient. Et si gouverner c'est prévoir, eh bien il n'est pas interdit d'annoncer ses prévisions. Alors, il y a actuellement un certain nombre d'îlots, d'agrégats de résistance dans différents domaines, dans différents secteurs, dans différents milieux, mais il s'agit justement, c'était le rôle que je pensais dévolu au Front National, de les réunir dans une action politique qui soit déterminante. Et comment expliquez-vous cette servilité des journalistes? Elle est l'expression des sentiments d'une population qui a perdu ses grands repères. Voyez-vous, il faut constater, il n'y a plus de classe ouvrière, il n'y a plus de classe paysanne, il n'y a même plus de classe moyenne, il n'y a plus de grandes organisations susceptibles d'avoir des expressions cohérentes, si vous voulez. Et par conséquent, les Français, pour ne parler que des Français, sont attirés vers des formes individualistes qui sont autant de faiblesses par rapport à des masses qui se veulent, elles, justement, unies et cohérentes. Donc, l'hédonisme généralisé, le refus de toute contrainte morale, jouir sans entrave, autrement dit, les fruits pourris de mai 68. Oui, c'est-à-dire que nous sommes une civilisation matérialiste, ayant un certain niveau de confort, qui est en lui-même démobilisateur. C'est souvent le besoin
qui pousse les gens à l'action dans telle ou telle direction, mais quand ce besoin est satisfait ou qu'il est réduit, eh bien l'élan est évidemment ralenti d'autant, et la confrontation, quand confrontation il y a, eh bien se fait au détriment de ceux qui sont les plus faibles. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, du moins à ses débuts, ne vous a-t-il pas paru encourageant quant à la capacité du peuple à rentrer en résistance? Il m'a paru démonstratif de la capacité de réaction du peuple français, mais il a au contraire apporté la démonstration que sans chef et sans direction affichée, un mouvement se perdrait dans les sables. Vous savez, j'avais dit, le véritable chef du mouvement des Gilets jaunes, c'est le gilet jaune. C'est l'identité du vêtement qui a fait le rassemblement des mécontents. Forcément de façon hétérodoxe, puisqu'aussi bien il n'y avait pas de corps de doctrine commun, simplement à un moment donné, les gens qui se trouvaient dans une situation qu'ils estimaient injuste, en revêtant le gilet jaune, se rangeaient dans le camp de la contestation. Le gilet jaune a été le signal de la contestation et il a été somme toute aussi le moyen de l'unité d'action. En cas de guerre civile... Mais il n'était que cela. J'ai dit, le malheur c'est qu'il ne pense pas et qu'il ne parle pas. Moi je suis plutôt pour la vie, c'est ma mission, pour le combat, pour la lutte, pour son droit, pour ses libertés, pour son existence. Et c'est le devoir de tout responsable, à quelque niveau qu'il se trouve, en espérant que la Providence nous tendra un peu la main quand même. Dans l'avant-propos de votre tome 2, donc, vous constatez que la grosse presse s'est ingéniée à falsifier le contenu de votre tome 1. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ces falsifications ou omissions? Ah ben écoutez, ça a été tout du long. J'ai été identifié sans doute comme une force hostile à la pensée unique, au système en place, sans avoir fait de proclamation particulièrement agressive. Et j'ai été à partir de là soumis à un traitement qui était soit le silence médiatique, soit au contraire des attaques qui étaient quelquefois avec un fondement extrêmement léger, ce qui a été le cas du détail par exemple. Cette persécution ayant été pas toujours de la même violence et de la même forme, mais toujours constante. Je tiens par exemple que l'affaire des assistants parlementaires est un montage, est une arnaque politicienne destinée à nous éliminer, à nous combattre de façon éliminatoire, alors que, évidemment, notre défense serait simple, facile, si l'État voulait bien admettre que c'est à lui d'apporter les preuves de délit s'il y en a eu, et non nous à prouver notre innocence. Bon, alors je suis comme ça convoqué de temps en temps par des juges d'instruction dont je sais que la plupart d'entre eux sont membres du syndicat de la magistrature. Or je voudrais rappeler que le syndicat de la magistrature, syndicat d'extrême gauche à tendance anarchiste, anarcho-trotskiste, fait encore 16 ou 17% des voix aux élections. Mais je voudrais vous rappeler que son programme publiait en couverture en couleur un képi de flic sur une tête de cochon. Et ils avaient une proclamation disant « Nous serons toujours pour les piétons contre les automobilistes, pour les enfants contre leurs parents,
pour les délinquants contre leurs accusateurs, etc. etc. Voilà. Sur Jean-Marie Le Pen, croyez-vous au destin mystique de notre nation? Si la France est la fille aînée de l'Église, s'il lui a été assigné par l'au-delà un destin particulier, alors sans doute, malgré les apparences, rien n'est perdu. Et si l'on a la foi, elle doit vous porter à soutenir toutes les initiatives qui permettront au peuple français de retrouver ses qualités, et d'abord celle de l'aptitude à survivre, à la capacité de se défendre et de défendre les siens contre la rivalité d'autres peuples qui peut-être qui sont en eux-mêmes respectables, mais quand le choix se trouve offert à un dirigeant français, il a l'obligation ou de s'en aller ou de défendre prioritairement la France et les Français. Jeanne fut la première certaine de la France. Jeanne fut la première certaine de la France, écrivez-vous. Jeanne d'Arc, pour vous, est-elle l'héroïne absolue? Absolue. Elle est un personnage absolument exceptionnel dans beaucoup de domaines, parce qu'elle a été un chef de guerre, elle a été un dirigeant politique, elle a été une héroïne, allant jusqu'au sacrifice de sa vie, morte sur le bûcher de Rouen, avec en dernière parole Jésus-Marie. Par conséquent, dans la fidélité à la fois à la France et à sa foi et à son Dieu. Est-ce que vous avez cru que ce boulevard allait un jour vous conduire au pouvoir? Je ne me suis jamais posé cette question. J'ai toujours agi dans le même sens de rassemblement des forces nationales avec l'objectif de conquérir le pouvoir, mais après tout, il a fallu l'aide de la Providence qui n'a pas été au rendez-vous.